Ce soir, une soirée que nous attendions en tout cas, même si on est très très peu nombreux, au sein de notre local d'attaque, on avait très très envie de pouvoir travailler sur qui détient la dette en Belgique, et puis aussi qui détient les dettes au niveau européen. Et donc on a commandé cette séance à Henri Houben, économiste au Gréséa, mais membre de notre local aussi. Voilà. Et donc, Henri va nous traiter ce sujet en profondeur comme il en a l'habitude, mais il a pour ça 1 heure, parce que le restant du temps est dévolu à la discussion. Donc, voilà, Henri, la parole est à toi pendant 1 heure. Donc effectivement, on m'a demandé sur qui détient la dette et donc j'ai un peu cadré ça de manière un peu plus globale pour savoir exactement d'où vient cette dette publique et pourquoi est-ce qu'on en parle autant actuellement. Euh, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tous les cas, je peux vous dire que ce n'est pas moi qui détiens la dette publique belge. Je n'en détiens même pas 0,0,0000000, etc. 1%, parce que je n'ai rien du tout là-dedans. Alors, d'où vient cette dette publique? Donc c'est un petit peu ce que je vais aborder. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la crise et qui donc a fait en sorte que cette problématique de la dette publique est devenue extrêmement importante. Je vais aussi vous expliquer qu'en réalité, au départ des dettes publiques, de la plupart des dettes publiques, pas de toutes, mais en tous les cas celles qui ont été, je dirais pas démarrées, mais en tous les cas qui se sont accrues lors de la crise économique, et en fait, elles partent d'une situation où c'était l'endettement privé qui était le plus important. Et je vais montrer comment est-ce qu'on est passé d'un endettement privé vers un endettement public. Et ensuite, je vais parler donc de qui détient effectivement la dette publique tant qu'on peut le savoir. Et comment est-ce qu'on peut réduire éventuellement la dette, quelles sont les différentes possibilités pour cela. Puisqu'en fait, je pense que l'idée de réfléchir pour qui détient la dette, c'est de savoir comment est-ce qu'effectivement on traite la question de la dette publique actuellement. Et de savoir ce qui se passe, par exemple, dans l'idée du CADTM, qu'il ne faut pas rembourser la dette publique ou qu'il ne faut pas rembourser toute la dette publique, ben, la question de qui la détient est une question importante. C'est la raison pour laquelle on se posait cette question. Donc d'abord, d'où vient un petit peu la dette publique? Alors voilà, il y a des gens qui effectivement... on parle de plafond de dette hein, pour l'État. C'est surtout l'État américain qui a un plafond de dette qui doit être négocié au Congrès entre républicains et démocrates. Et ça fait parfois des longues séances parlementaires. Mais donc les plus pauvres en général, ils n'ont pas de dette. Et moi je fais partie de ceux-là. En général, la dette publique vient essentiellement de deux éléments. Donc d'abord, il y a le déficit déficit budgétaire. Donc normalement, en principe, la dette publique, c'est la somme des déficits budgétaires accumulés. Mais parfois, il y a une dette qui va s'ajouter parce qu'il y a des investissements qui vont être entrepris, qui ne vont pas passer nécessairement par directement le budget, parce qu'ils vont le faire de manière indirecte en tous les cas, parce que ce sont des investissements sur du long terme. Et donc, on va emprunter à long terme pour financer des investissements à long terme. Et alors, ça va repasser dans le budget sous forme d'amortissement ou des choses comme ça. Donc, c'est en fait ça les deux principaux éléments qui vont alimenter la dette publique. Et de manière générale, on peut constater que, disons, grosso modo, pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, il y a des dettes publiques assez importantes, puisqu'il y a la guerre, il faut payer ces dettes, et donc à ce moment-là, il va y avoir toute une phase de diminution de la dette publique. En général, d'ailleurs, on diminue la dette publique aussi en augmentant le produit intérieur brut, parce qu'évidemment, une dette publique, ça n'a pas un sens comme tel, comme cela. C'est important de pouvoir le comparer. Évidemment, le comparateur habituel dans ces matières-là, c'est le produit intérieur brut, qui est donc normalement la production marchande réalisée à un moment donné dans un pays. Et en général, on compare ces deux éléments. Donc, au départ de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir une baisse, puisque le PIB va croître assez rapidement.
Mais à partir des années 60, il va y avoir une légère augmentation du produit intérieur brut. Et à partir des années 70, il va y avoir même une augmentation assez forte, qu'on peut voir dans plusieurs graphiques. Donc le premier graphique que je vous montre, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais donc c'est les trois grandes régions mondiales, ce sont les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. Donc vous voyez que normalement les premiers éléments, donc je n'ai pas les tout premiers chiffres pour l'Union européenne à 15, mais donc vous voyez que normalement ça augmente presque constamment, avec évidemment des périodes beaucoup plus importantes à certains moments. Tu peux nous expliquer comment lire ce graphique? C'est quoi rapport dette publique par rapport au PIB? C'est le montant de la dette publique divisé par le produit intérieur brut. Mais donc, plus la courbe est haute, plus tu es endetté? Par rapport au PIB. Et donc ça va jusque ici, effectivement, le Japon a pour l'instant une dette publique de plus de 240%. Public, hein, uniquement public, pas privé simplement, c'est public. Et ça ne pose aucun problème au Japon. Parce que, et je vais le montrer après, la dette publique japonaise est essentiellement une dette interne. Tandis que la plupart des autres dettes, en tous les cas la dette européenne, est une dette externe. C'est-à-dire que ce sont des non-résidents qui détiennent la majorité de la dette publique européenne. Alors j'ai effectivement souligné la barre des 100% pour vous montrer que normalement déjà la dette publique américaine est au-delà des 100%, enfin, elle flirte avec les 100%, et la dette européenne s'approche elle aussi des 100%, alors que, je rappelle en passant que le traité de Maastricht avait interdit une dette publique normalement de plus de 60% aux États européens. Donc là, manifestement, il y a des pays qui sont au-delà. Je vais un peu légèrement en parler, mais autant, puisque vous avez le graphique devant les yeux, autant en parler. Vous voyez que effectivement, le Japon va avoir une dette publique qui va s'accroître très fortement dans les années 90, parce que à ce moment-là, sa croissance va être bloquée. Donc déjà, son PIB va augmenter beaucoup moins vite, et l'État japonais va essayer de relancer l'économie par un certain nombre de programmes d'investissement qui vont pratiquement tous échouer les uns après les autres, et c'est ça qui va expliquer que leur dette publique va augmenter aussi fort. Et regardez aussi après 2007, si vous voyez plus ou moins ça dans le graphique, que toutes les dettes publiques montent extrêmement fort et extrêmement rapidement. Alors, ça c'est au niveau international, enfin presque mondial. Ici au niveau européen, donc j'ai pris les pays qui sont en principe plus aisés. Donc la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Donc la Belgique, ça nous intéresse en premier lieu. Vous voyez que il y a eu plusieurs phases dans l'évolution de la dette publique. La première phase d'augmentation, et en particulier ça a touché très fortement la Belgique, c'est à partir des années 70. Donc dans un premier temps, il y a le fait qu'il y a eu une crise qui a commencé à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il a fallu, c'est-à-dire qu'il fallait payer de plus en plus des chômeurs, donc le déficit budgétaire s'est un petit peu accru. En deuxième lieu, ce qui va lancer très fortement la dette publique à ce moment-là, c'est les taux d'intérêt, puisque à ce moment-là, l'inflation est assez élevée. Pour lutter contre l'inflation, alors je vous passe les détails parce que si je rentre là-dedans, je suis parti à mon avis pour plus d'une heure. Mais en tous les cas, pour essayer de lutter contre l'inflation, les États-Unis vont élever très fortement les taux d'intérêt. En fait, élever les taux d'intérêt, ça fait en sorte que les crédits vont être beaucoup plus difficiles à obtenir. Donc, ça va financer de moins en moins les investissements. Donc, ça ralentit l'économie. Et donc, normalement, ça fait en sorte que les taux d'intérêt, normalement, vont à la baisse. Et la création de monnaie, en tous les cas, qui est normalement au départ de l'inflation, va se raréfier. Le problème, c'est qu'évidemment, les États-Unis vont pousser les taux d'intérêt jusqu'à des niveaux de 20%. Ça veut dire que les autres pays, pour attirer les capitaux, vont devoir aussi avoir des taux d'intérêt aussi élevés, parce que sinon, tous les capitaux vont aux États-Unis. Donc, cette augmentation des taux d'intérêt va avoir un effet extrêmement fort sur les dettes, y compris un effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir
emprunter rien que pour payer les intérêts sur la dette. D'où une augmentation extrêmement forte. Vous voyez que donc les pays qui sont les plus touchés, ce sont les plus petits dans le lot, c'est-à-dire la Belgique et les Pays-Bas. La Grande-Bretagne est beaucoup moins touchée par ce phénomène. Dans les années 90, donc le traité de Maastricht va être signé, va être conclu fin de 1991, donc il va être officiellement mis en œuvre en 1993. Et à ce moment-là, évidemment, un de ces principes, c'est que normalement, la dette publique ne peut pas dépasser 60%, donc tous les pays vont commencer à essayer de réduire leur dette publique et donc de faire une série de plans d'austérité déjà à l'époque pour réduire le nombre des fonctionnaires. Par exemple, en Belgique, on a à ce moment-là effectivement diminué assez fortement le nombre d'enseignants. Et donc à ce moment-là, donc, il y a une contraction assez forte sur ce plan-là. Il y a eu d'ailleurs des luttes assez importantes au milieu des années 90 contre ces plans de rigueur. Mais néanmoins, donc, l'effet va avoir donc une diminution de la dette publique dans les pays, la plupart des pays européens. Et évidemment, au moment où apparaît la crise, donc en 2007-2008, là, c'est l'effet inverse, c'est que va dire que, évidemment, de nouveau, la dette publique va s'envoler et revenir quasiment au niveau où ils étaient auparavant. Alors ça, c'est des pays, normalement, qui n'ont pas de problème, enfin, théoriquement, dans la zone euro. La Grande-Bretagne ne fait pas partie de la zone euro, mais les autres bien. Et ceux qui posent problème dans la zone euro, c'est ceux-ci. J'aurais pu encore attendre 5 minutes, je pense. Ce sont ceux qu'on appelle d'ailleurs, entre parenthèses, de manière un peu péjorative, les PICS, qui veut dire en anglais les cochons. C'est un... je dirais pas que c'est un employé, je dirais plutôt que c'est un cadre de Goldman Sachs qui a inventé cette notion. On pourra en parler encore un peu après. Mais, donc ici, je n'ai plus mis non plus la barre à 60%, qui est normalement la limite de Maastricht. Je l'ai mis à 100% parce que quasiment tous ces pays sont actuellement avec une dette qui dépasse ces 100%. Néanmoins, vous pouvez regarder plus ou moins cette barre de 60% et vous pouvez constater que 2 pays au moins étaient largement en dessous de cette barre des 60%. C'est l'Irlande et l'Espagne. Donc l'Irlande et l'Espagne étaient, au moment où la crise éclate, des modèles. Hein, donc c'était dans la vertu complète des autorités européennes. Et donc ils recevaient évidemment chaque fois des bulletins satisfaisants. Mais en presque quelques instants, ça a explosé véritablement. Donc l'Irlande a dû financer complètement son secteur bancaire qui a fait complètement faillite et ça lui a coûté 70 milliards d'euros. Pour un pays qui a un PIB en général d'à peu près 150 milliards d'euros, donc ça veut dire que c'est quasiment la moitié du PIB qui a dû à un moment donné être consacré pour financer les banques. L'Espagne, c'est un poids plus lourd, mais c'est pour d'autres raisons, et je vais montrer les raisons pour l'Espagne par la suite. Donc vous voyez que, en fait, il y a plusieurs périodes. En général, on peut dire que la dette publique augmente. Il y a des périodes particulières où la hausse est très forte, comme j'ai dit, fin des années 70, début des années 80, à ce moment-là, effectivement, c'est très fort. Et deuxièmement, avec la crise, c'est également très très fort. Comme je l'ai dit, donc la dette publique va diminuer dans les années 90 pour les pays européens parce qu'il y a le critère de Maastricht qui l'impose. Aux États-Unis, on a un autre critère qui va s'imposer à ce moment-là, c'est donc l'administration Clinton qui va réduire les dépenses militaires, mais donc il va les réduire momentanément parce qu'évidemment l'administration suivante, Bush, va de nouveau les augmenter à l'excès. Et comme j'ai dit, le Japon, lui, il a essayé de redémarrer son économie en 1990 jusqu'à maintenant, et il n'a toujours pas réussi véritablement à la faire démarrer. Alors ceux qui dénoncent justement cette hausse de la dette publique jusqu'à dire qu'effectivement il faudrait normalement arrêter de la payer, ils dénoncent effectivement, donc comme ce que j'ai souligné, c'est que de fait une partie de la dette publique provient de la hausse des taux d'intérêt à la fin des années 70. Et donc, en fait, on paye toujours en partie cette hausse extrêmement importante. Et deuxième élément, c'est qu'en plus, ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que, évidemment,
quand on ajoute les intérêts et que ça devient une nouvelle dette, ben, la dette gonfle. Et donc, à un moment donné, elle n'en finit pas de gonfler. Donc, comme vous avez vu pour la Belgique, ça atteint des proportions assez importantes. Donc, en général, d'ailleurs, on ne rembourse pas la dette publique. En général, on la prolonge. C'est-à-dire que si on a une dette, par exemple, de 10 ans, eh bien, au bout de 10 ans, on ne dit pas on va rembourser la dette, on va tout simplement refaire un emprunt pour payer l'emprunt qui a été à échéance. En général, ça se passe comme ça, et diminuer la dette, en général, c'est parce que le PIB augmente plus vite que la dette publique. C'est en général comme ça qu'on peut le mieux diminuer la dette publique. Et comme j'ai dit, c'est une catastrophe quand on doit commencer à payer les intérêts à partir d'une nouvelle dette. Évidemment, là, on est parti pour une explosion de la dette. Et donc là, on est dans des situations assez catastrophiques et importantes. Et dernier élément ceux qui mais je dénonce aussi, hein, il n'y a pas qu'eux qui dénoncent, c'est moi aussi. Donc nous, tu peux dire oui, nous. oui, effectivement, attaque, nous dénonçons aussi que à partir des années 80, on va avoir une politique fiscale extrêmement favorable aux plus riches et aux sociétés, aux entreprises, qui va réduire fortement l'assiette fiscale et donc permettre aussi que les recettes fiscales, plutôt empêcher plutôt que les recettes fiscales augmentent et qu'elles vont commencer à stagner ou, autant le cas, augmenter moins vite que le reste du budget. Donc ça explique aussi en partie pourquoi est-ce qu'il y a des dettes extrêmement importantes qui peuvent à un moment donné augmenter très vite. Alors pourquoi il y a la crise? Je ne vais pas vous faire un résumé de toutes les explications sur la crise. Donc moi j'ai écrit un bouquin là-dessus, donc je vous demande de vous référer à ça parce que sinon je suis parti pour la gloire. Ce que je vais évidemment ici synthétiser, c'est l'impact de la crise au niveau de la dette publique. Si on considère qu'il y a une crise. Il y a une crise. Une crise, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment une définition officielle de la crise. Le FMI a donné une définition officielle qu'on peut accepter, je pense, qui est de dire voilà, que si le PIB a 2 trimestres consécutifs négatifs de 2 trimestres consécutifs, alors on peut parler de crise économique. Donc la crise, normalement, ça se comprend économique, hein, je parle bien économique. Ça se comprend comme étant le fait que la production est bloquée et que donc le phénomène traditionnel de croissance du PIB est arrêté. Mais donc effectivement, la crise n'est pas ressentie de la même manière par tout le monde, ça on est bien d'accord. Mais donc ce que je vais expliquer ici, c'est plutôt le lien qu'il y a entre la crise et les dettes publiques. Donc ce que j'ai dit, c'est que dans beaucoup de pays, même ceux qui avaient une dette publique assez importante au départ, les dettes privées vont carrément exploser. Et donc elles vont exploser pratiquement du milieu des années 90 jusqu'en 2008. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que les taux d'intérêt réels vont être très bas. Donc les taux d'intérêt réels, c'est la différence entre les autres taux d'intérêt nominaux et l'inflation. Donc ça veut dire que si votre taux d'intérêt est de 5% et que l'inflation est par exemple de 3%, donc ça veut dire que le taux d'intérêt réel, c'est 2%. C'est la différence entre les deux parce que en réalité, vous payez effectivement bien 5%, mais comme tous les prix augmentent à peu près en moyenne de 3%, bien en réalité, donc en fait, vous n'avez payé réellement que 2%, c'est-à-dire la différence. Donc le reste, normalement, ce que vous avez obtenu du prêt et que vous avez normalement converti dans un bien, bien ce bien, normalement, a acquis les 3% en moyenne. Évidemment, ceci est très théorique parce qu'on peut très bien acheter un produit qui se dévalorise, etc. Donc à ce moment-là, vous avez perdu beaucoup plus. Mais donc, à partir du moment où les taux d'intérêt réels vont être très bas, et donc ils vont être très bas, mais ça je vais montrer par la suite avec les graphiques, parce que le processus de convergence de Maastricht va faire en sorte que tous les pays qui vont normalement, ou qui devaient rentrer normalement dans la zone euro, vont bénéficier de la baisse des taux d'intérêt nominaux, et comme les taux d'inflation vont également diminuer, mais moins fort dans certains pays que par exemple en Allemagne, eh bien, les taux d'intérêt réels vont être extrêmement bas et parfois même négatifs. Donc si le taux d'intérêt est négatif, ça veut dire qu'on est un peu stupide si on n'emprunte pas, puisque normalement on gagne de l'argent en empruntant. Alors, l'emprunt va être aussi favorisé parce que
les revenus, ça c'est un phénomène depuis les années 80, même depuis la fin des années 70, les revenus dans la plupart des pays européens, en tous les cas, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays, vont stagner. Et donc ça veut dire que pour la majorité des gens, il va y avoir un problème de pouvoir augmenter leur pouvoir de consommation alors que les revenus augmentent. Donc évidemment, pouvoir emprunter, c'est une possibilité assez avantageuse. À cela va s'ajouter, et ce pourquoi d'ailleurs la crise va éclater principalement et plus fortement dans les pays du sud de l'Europe, c'est que l'industrialisation qui a commencé dans les années 90 va commencer à être plus ou moins freinée parce que les investissements des multinationales vont se déplacer progressivement à l'Est à partir du moment où il est clair que les pays de l'Est vont rentrer dans l'Union européenne. Donc au départ, dans les années 90, les investissements pour essayer de gagner par exemple sur les coûts salariaux, qui évidemment sont plus élevés en Belgique par exemple qu'au Portugal, eh bien ces investissements vont d'abord aller dans le sud, et puis dans les années 90, puisque à ce moment-là on sait que le camp soviétique a explosé, et que donc un certain nombre de pays sont des pays qui potentiellement peuvent rentrer dans l'Union européenne, et bien progressivement les investissements vont se déplacer et vont aller plutôt à l'est que dans le sud européen. Donc ça veut dire que dans le sud européen, pour pouvoir continuer la croissance comme elle avait démarré auparavant, eh bien on va devoir trouver des secteurs de substitution. Et donc au lieu de développer par exemple l'industrie automobile ou d'autres secteurs qui sont des secteurs qui permettent une industrialisation disons, complémentaire, parce qu'évidemment quand on fait une voiture il faut mettre toutes les pièces et donc ça permet à d'autres secteurs de pouvoir se développer. On va se développer à partir des secteurs du tourisme, de l'immobilier, des prêts hypothécaires, de la construction, etc. Alors la construction, ça permet aussi de faire utiliser beaucoup de pièces et beaucoup d'autres industries. Le problème, c'est que la voiture, on peut la vendre à l'étranger, tandis que la maison, c'est très difficile. Hein, jusqu'à présent, en tous les cas. Donc, je vais montrer ça par quelques graphiques. Donc, le premier, si vous regardez bien, parce que évidemment, avec les couleurs, c'est pas toujours facile. Donc, le jaune, c'est l'Allemagne. Donc, c'est celui qui est au départ est le plus bas. Le vert, c'est l'Irlande. Le rouge, c'est l'Espagne. Et normalement, c'est les plus importants. Donc, celui qui se trimballe parfois le plus au-dessus, c'est celui évidemment de la Grèce. C'est le bleu ciel. Mais donc, vous voyez que lorsqu'on est en dessous de la barre de 0, ça veut dire qu'on est avec des taux d'intérêt réels négatifs. Hein, donc, ça veut dire que c'est une incitation à ce moment-là à emprunter. Le niveau de référence, évidemment, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est celui de l'Allemagne. C'est-à-dire que normalement, ça c'est en principe le cœur de l'Europe. Et vous voyez qu'à un moment donné, au moment du processus de convergence lancé par Maastricht, tous les pays du Sud vont se trouver en dessous de l'Allemagne. Ça veut dire que globalement, les taux d'intérêt vont être assez proches les uns des autres, mais l'inflation en Allemagne est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que le taux d'intérêt réel de l'Allemagne est plus élevé que celui des pays du sud de l'Europe. Et vous voyez que donc à certains moments, en particulier pour donc l'Irlande et l'Espagne, les taux d'intérêt sont négatifs. Et donc ça va évidemment donner une incitation aux gens à effectivement s'endetter. C'est difficile à s'imaginer les taux d'intérêt négatifs. Mais non, les taux d'intérêt sont positifs. Oui, c'est le seul qui est négatif. C'est parce que c'est... Oui, d'accord. Donc, par exemple, si tes taux d'intérêt sont à 3%, mais que ton taux d'inflation est à 5%, ton taux d'intérêt réel est négatif de 2%. D'accord. Comme ça, je comprends. Oui. Alors, donc, ça va avoir un effet, donc je l'ai étudié un peu pour l'Espagne, parce que c'était assez symptomatique. Voilà. C'est un graphique que vous devez un petit peu retenir, parce qu'on va probablement revenir de temps en temps à ce niveau. Et donc, je l'ai essayé de prendre le plus loin possible où j'avais des données. Donc, vous voyez très bien que l'endettement de l'État au départ, donc jusqu'en 96, c'est la dette publique qui est la plus élevée et que globalement, la dette privée est assez faible. Mais à partir de 96, tout va s'inverser, c'est-à-dire que la dette publique va se réduire parce qu'il y a normalement ce critère de Maastricht, et donc il va se réduire jusqu'à quasiment 35% du PIB au moment où la crise va éclater.
c'est un taux que ni la France ni l'Allemagne n'avaient à ce moment-là. Et je pense que d'ailleurs que pendant toute la période, ni l'Allemagne ni la France n'ont jamais atteint un taux aussi bas d'endettement public. Par contre, vous voyez que pendant que la courbe rouge baisse, eh bien, la courbe verte des firmes et la courbe bleue des ménages augmentent à une vitesse phénoménale, montrant que, en fait, le problème de l'Espagne, ce n'est pas un problème d'endettement public, c'est vraiment un problème pratiquement d'endettement privé. C'est celui-là qui explose et qui va faire en sorte d'ailleurs qu'il va y avoir un problème pour l'Espagne. Alors ça, c'est effectivement, je n'ai malheureusement pas pu aller plus loin parce que pour certains pays, on n'a pas les données plus en avant. Mais c'est la comparaison entre 2000 et 2008, donc 2008 au moment où la crise va éclater, de la plupart des pays les plus importants, ceux qui sont soit ceux les plus importants parce qu'ils sont les plus importants dans l'Union européenne, soit parce qu'ils vont être au centre de la crise. Et donc vous voyez un petit peu la différence. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la dernière colonne, c'est d'avoir un petit peu qu'est-ce qui va augmenter le plus fort. Et donc j'ai classé plus ou moins les pays en 3 catégories. La première catégorie, ceux du dessus, sont ceux où la différence de dette des ménages, dette privée, va peu évoluer à partir d'un niveau qui n'était pas trop élevé au départ. Ensuite, la deuxième catégorie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, c'est la catégorie où le taux d'endettement était déjà élevé et donc va continuer à s'élever. Et les 4 derniers sont ceux qui vont être effectivement pris dans la tourmente, où au départ, en principe, le taux d'intérêt. On va pas au-dessus, au-dessus, c'est les dettes des ménages en Europe 2000-2008. En pourcentage du PIB. Voilà, on vous le dit. Oui. Dette des ménages en Europe 2000-2008. En pourcent du PIB. Et donc la troisième catégorie, c'est donc les pays qui vont être effectivement pris dans la tourmente, parce que normalement leur niveau d'endettement au départ est assez bas, et donc il va augmenter extrêmement fortement. Mais donc effectivement, donc les points qui sont intéressants de voir, c'est par exemple la Grèce, qui va avoir une augmentation de 5 fois, quasiment, ou disons 4 fois, allez, on va limiter à 4 fois son niveau d'endettement de 2000. Donc en 2008, son niveau d'endettement de ménage va quadrupler, et non seulement quadrupler, par rapport à un PIB qui augmente. Hein, puisqu'entre 2000 et 2008, le PIB augmente. Oui. Et donc je peux continuer comme ça pour les différents pays. Donc l'Espagne, c'est quasiment un doublement, et pour l'Irlande aussi. Et donc l'Irlande va avoisiner les pays les plus endettés. Je pense que le pays d'ailleurs à ce niveau-là, le pays le plus endetté n'est pas dans le tableau. Je pense que c'est le Danemark. C'est le Danemark qui en fait a normalement, je pense, la dette des ménages la plus élevée. Mais bon, soit. Danemark n'étant pas dans le centre. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand même, je l'ai souligné, c'est qu'en Allemagne, par contre, donc, à l'encontre de tous les autres pays, l'endettement des ménages va diminuer. En réalité, donc, ça veut dire que la dette des ménages entre 2000 et 2008 ne va pas bouger. Je pense que c'était d'un niveau de à peu près 2000 milliards d'euros. Mais le PIB va augmenter. Donc ça veut dire que la part de cet endettement va diminuer relativement à l'augmentation du PIB. Ce qui est troublant, si tu veux, c'est qu'en fait, ce dont tu parles, toi, c'est du rapport entre ça et ça, oui, qui n'a rien à voir avec ça. Parce que ceci est la même chose que non, ceci, par exemple. Non, mais ça, c'est moins significatif que le rapport entre les deux. C'est de ça que tu nous parles. Ben, pour des pays qui sont au départ assez peu endettés, le fait qu'ils ont une différence aussi élevée que par exemple les Pays-Bas, qui normalement est un pays qui n'a pas de problème apparent. Ouais. Donc normalement, au départ, ce sont des pays auxquels normalement on ne leur prête pas. Et subitement, à partir de 2000, on va leur prêter. Tandis que les Pays-Bas, c'est un pays où normalement il n'y a pas de problème. Celui qui veut un emprunt, il reçoit un emprunt. Il a pas... Normalement en Grande-Bretagne aussi, c'est pour ça que je l'ai mis avec les Pays-Bas. Donc normalement les ménages qui... Évidemment, le pauvre n'aura pas son emprunt, ça c'est clair, mais donc, les gens qui ont des revenus vont avoir probablement... Pardon ? Ouais. Oui, si on peut en parler d'une classe moyenne, mais en tous les cas, les gens qui ont des revenus normalement stables, etc., vont recevoir leur crédit. Et donc subitement, les pays du Sud, qui en principe ne sont pas
avantagés sur ce plan-là vont le recevoir à ce moment-là aussi. Alors ici, c'est toujours la même chose. Donc si vous voulez, ça n'avez pas dire, donc c'est la hausse annuelle des dettes entre 2001 et 2008, donc en pourcent. Donc on prend les dettes, et donc ici il y a trois catégories, les ménages, les firmes et l'État. On prend les dettes de 2001 et on calcule l'augmentation de la dette jusqu'en 2008, et puis, de certaine manière, on divise par le nombre d'années. On ne fait pas ça comme ça, mais... pour comprendre, oui, c'est ça. C'est pour comprendre, c'est ça. Donc, c'est pour dire que, pour avoir le même niveau de hausse. Et donc, de toute façon, c'est très intéressant, parce qu'on voit très bien, donc pour l'ensemble des pays, donc j'ai repris la même catégorisation, et on voit là très très bien que pour quasiment les 4 pays du bas, eh bien, les taux d'augmentation à la fois pour les ménages et pour les firmes, c'est des taux mais absolument hallucinants. Hein, donc en Grèce, ça veut dire que le taux d'endettement des ménages augmente en moyenne de 25% par an. Donc évidemment, vous comprenez que ça va... Par an, oui, bien sûr. C'est hausse annuelle, donc c'est bien par an. Donc c'est des chiffres absolument hallucinants. Mais il faut voir par rapport au PIB, mais enfin, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, le PIB a dégringolé en Grèce. Oui, mais on n'est pas à ce niveau-là, puisqu'on est en 2008. C'est pas à ce moment-là. Non, c'est pas à ce moment-là. Donc à ce moment-là, le PIB augmente, dans la plupart des pays. Donc c'est quand même des montants, donc c'est une vitesse d'endettement extrêmement importante. Alors comme je l'ai dit, puisque le Sud, en réalité, va changer un petit peu son modèle d'industrialisation, donc ne va plus se baser sur des produits qui sont exportables, mais au contraire sur des produits qui ne sont pas exportables, eh bien ça va avoir une influence sur la balance commerciale, qui est à peu près ceci. Donc ici, c'est la balance des biens et services, je pense que là vous savez lire. Toujours rapporté au PIB, hein, donc on rapporte toujours à un élément central, et en économie on utilise le PIB, à tort et à travers, mais bon, comme ça se fait partout, je l'utilise aussi. Et donc j'ai mis la barre des 0% en clair, pour vous montrer que normalement, pour la plupart des pays, eh bien, du Sud en tous les cas, ils sont structurellement déficitaires. Alors, tant que... Donc ils ont un montant de PIB qui est acheté, hein, donc il y a une importation de l'étranger qui vient dans le pays et qui donc n'est pas produit dans le pays. Et par exemple pour le Portugal, à un moment donné, c'est très important. Pour la Grèce, c'est progressivement également extrêmement important, mais pour l'Espagne, c'est aussi... on voit très bien d'ailleurs que l'Espagne, qui était à peu près pas loin de l'égalité, à partir de la milieu des années 90, vous voyez que ça diminue et ça s'enfonce progressivement jusqu'à atteindre des niveaux de 6% du PIB quand même. Et donc ici, c'est la balance des biens et services. Donc ça veut dire que c'est le tourisme compris. Donc ici, on ne peut pas dire qu'on peut essayer de compenser par le tourisme. Non, le tourisme est compris déjà. Alors, l'avantage d'avoir une même zone monétaire, hein, donc de faire en sorte qu'il y ait une seule monnaie, ça veut dire que les pays ne sont pas obligés de solder. Parce que normalement, quand vous êtes dans une situation pareille et que vous avez votre monnaie, le moyen le plus simple, c'est de faire dévaluer votre monnaie. Hein, parce que la monnaie diminue, à ce moment-là, en principe, vos exportations sont avantagées, vos importations sont découragées, et donc vous pouvez réajuster votre balance commerciale. Et donc ici, à la fois, on ne sait pas le faire parce que c'est pas la monnaie, ce n'est plus la monnaie de ces pays-là, puisque c'est une monnaie unique au niveau de la zone euro. Et donc aussi, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé normalement d'effectuer des dévaluations qui sont en général pas très amusantes. Hein. Donc c'est pas que, contrairement parfois à ce que certains peuvent dire qu'il faut dévaluer, etc. Dévaluer, c'est vraiment si on n'a pas d'autres possibilités. Hein. En général, ça coûte aux gens. Donc c'est pas une politique normalement avantageuse. Mais vous voyez, le problème, c'est que en réalité, dans la zone euro, comme il n'y a pas de mécanisme de solidarité à l'intérieur, enfin entre les États plutôt, eh bien, quand vous avez une balance commerciale ou même des biens et services déficitaires, ça veut dire que vous devez
avoir des revenus pour consommer une production que vous ne faites pas. Donc, automatiquement, à un moment donné, vos revenus vont à l'étranger. Ils vont à l'étranger. Oui, puisque vous devez payer des exportations. Donc, de toute façon, il faut payer des importations, pardon. Donc, ça veut dire qu'il faut payer des produits à l'étranger. Donc, l'argent, vos revenus vont aller à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que normalement, vos revenus vont, à un moment donné, un petit peu être coincés. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas continuellement augmenter vos revenus si vous n'avez pas une production au départ qui vont pouvoir alimenter l'augmentation de revenus. Donc, à un moment donné, vous allez être coincé. Donc, c'est ça qui va se passer dans la zone euro, c'est que ces pays-là vont se retrouver au milieu de la crise, avec une industrialisation qui est totalement insuffisante. Et comme les revenus sont occupés à un petit peu coincés, et donc ils sont occupés à être utilisés pour acheter des produits à l'étranger, eh bien, ils vont restreindre l'activité économique dans le pays, et donc ça va avoir un effet négatif sur les finances publiques, puisque les finances publiques, les recettes des finances publiques sont basées sur l'activité économique du pays. Il y a aussi la TVA quand même. Oui. Parce que ça intervient en positif sur les produits importés. Donc ça dépend quelle part. Oui, mais donc ça veut dire que c'est les gens qui doivent le payer. Donc les gens, comme ils ont moins d'activité, à un moment donné, ils ne savent plus payer non plus la TVA. Enfin, les produits, ils ne savent plus acheter les produits, c'est tout simple, y compris la TVA. Oui, mais on est à la moitié du... Quel timing! Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que les dettes privées vont devenir publiques? Ben, comme j'ai dit, normalement, quand il y a la crise qui va arriver, pour tous les pays, hein, donc ça, c'est pas un problème spécifique des pays du Sud, quand la crise arrive, les recettes diminuent, les dépenses vont continuer, et donc en général, les dépenses vont continuer croissant, puisque normalement, en principe, on est dans une perspective de croissance, donc on n'arrête pas subitement D'abord, il faut que les dirigeants comprennent qu'on est bien dans une crise et qu'il faut prendre des mesures éventuellement pour restreindre les dépenses. Donc, ils ne font pas ça immédiatement. Donc, à ce moment-là, les dépenses continuent. Donc, le déficit budgétaire va, s'il n'était pas là, il va apparaître. S'il était là, il va s'accentuer. Et c'est tout simple. Dans l'Union européenne, en 2009, lorsqu'ils vont faire les comptes, eh bien, 21 des 27 États vont se retrouver dans une procédure de redressement budgétaire. Parce que donc, dès que vous dépassez les 3% du déficit budgétaire, vous êtes dans cette procédure-là. Et donc, 21 des pays vont se retrouver dans cette situation-là, dont l'Allemagne. Hein. Donc, il ne faut pas croire que l'Allemagne était exempte de cela. Et d'ailleurs, je vous signale que, par exemple, les discussions qui ont lieu en France entre Paris et Bruxelles, c'est une discussion pour savoir s'ils doivent être immédiatement de nouveau dans la procédure des 3% ou pas. Et donc, pour l'instant, les Français arrivent à grignoter d'un peu de temps pour rester dans pour avoir un peu plus de temps pour rentrer dans la fourchette des 3%. Alors, comme ils sont dans ces procédures de redressement budgétaire, la Commission européenne n'a qu'une seule politique, hein, c'est de dire, vous devez appliquer un plan de rigueur. C'est-à-dire que vous devez en fait limiter vos dépenses pour pouvoir restreindre votre budget. Et si vous voulez augmenter des recettes, c'est la TVA. Ça, vous pouvez faire. Le reste, on ne vous le conseille pas. Et évidemment, ça va avoir des conséquences assez catastrophiques pour les pays, en particulier les pays du Sud. Mais pour tous les autres hein, aussi, hein, parce que le plan de rigueur, en général, ça c'est pas très bon. Vous voyez quelque chose là? Parce que, bon, apparemment. Oui. Voilà. Alors, j'ai mon fameux schéma qu'il y en a certains qui ont déjà vu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a l'animation qui ne vient pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Si, c'est vrai. Voilà, donc normalement, le principe du budget à l'équilibre, donc le budget, c'est essentiellement ces quatre postes-là. Ce sont donc les impôts directs, la TVA, les cotisations sociales, parce que dans la conception européenne, tout ce qui est la sécurité sociale fait partie de l'État. Ce n'est pas la conception normalement en principe qui a cours en Belgique, mais en Europe, les comptes dans les recettes. Et puis il y a toute une série d'autres
par exemple des revenus d'entreprises d'État et des choses comme ça. Alors, au niveau des dépenses, vous avez les dépenses d'administration, donc tout ce qui est tous les ministères, etc. Et Dieu sait si en Belgique on en a. Deuxièmement, vous avez la contrepartie des cotisations sociales, c'est-à-dire les dépenses sociales. Puis vous avez les intérêts sur la dette. Et de nouveau, vous avez d'autres dépenses. Dans l'administration, évidemment, vous avez aussi toutes les dépenses pour faire fonctionner. Donc il n'y a pas seulement les salaires pour payer les fonctionnaires, mais il faut toutes ces série. Donc je suppose qu'aujourd'hui, ils ont besoin de PC, des choses comme ça, donc de tables aussi. Hein. Ils fonctionnent avec des tables. Alors normalement ici, je suis parti sur l'idée que le budget est à l'équilibre pour faire ça plus facile. Et donc voilà ce qui se passe lorsqu'il y a une situation de crise. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Mais normalement, les impôts directs et la TVA ont plutôt tendance à baisser. Les impôts directs, ça c'est sûr. La TVA, c'est effectivement plus contestable. Et par ailleurs, comme j'ai dit, donc l'administration, elle continue un petit peu à croître. Et les dépenses sociales, puisqu'il faut payer les chômeurs, ben, normalement, en principe, ça doit augmenter. Tu ne baisses pas les cotisations sociales? Oui, tu peux avoir une baisse des cotisations sociales aussi, bien sûr. Si le nombre d'emplois diminue. Mais ça veut dire que globalement, les recettes ont tendance à se contracter, alors que les dépenses continuent. Et à ce moment-là, évidemment, vous avez votre déficit budgétaire, qui apparaît normalement, comme j'ai dit, c'est un processus assez normal. Et évidemment, ce qui va se passer, et comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'avais fait ma première dia là-dessus, qu'est-ce qui va se passer pour la dette publique? Si on considère que la dette publique est à ce niveau-là, ben le déficit va s'accroître et va donc être reporté sur la dette publique, puisqu'il faudra emprunter pour pouvoir payer le déficit budgétaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en graphique? Ça donne d'abord ceci. Ça donne l'évolution de PIB trimestriel. Donc, j'ai mis en principe le premier trimestre 2008 comme étant la base 100 pour avoir tous les pays à un même niveau, hein, parce que sinon, il est clair que le PIB allemand est beaucoup plus élevé que le PIB grec, et donc j'aurais des choses beaucoup trop élevées. Donc je ramène tout à 100. Et vous voyez très bien que l'évolution du PIB est très différente de pays à pays. Donc pour la Grèce, et c'est tout récemment qu'ils ont adapté, parce que ça vient d'Eurostat, mais pendant des mois et des mois, ils n'adaptaient plus les chiffres de la Grèce, donc je ne savais pas. Mais donc actuellement, vous pouvez voir que la Grèce a perdu plus d'un quart de son PIB, donc c'est quand même une catastrophe économique assez considérable. Hein. Et vous voyez que depuis donc le fameux redressement que l'équipe Samaras a fait, hein, c'est ce petit bazar là que vous voyez. Ça a arrêté de chuter. Quoi. Ça a arrêté de chuter, voilà exactement. On demande qu'est-ce que ça aurait pu devenir si ça continue à chuter. Mais, voilà. Alors vous voyez que pour tous les pays à peu près, donc vous entendez maintenant qu'il y a une reprise fantastique en Espagne. Hein, vous voyez, bien nettement aussi la reprise éclatée. Et évidemment, pour l'Allemagne, ça va mieux parce que essentiellement, ils exportent davantage. Mais l'Allemagne peut exporter parce que l'Allemagne a des voitures de luxe que partout dans le monde, on s'arrache. Hein. Donc, si, par exemple, dans les pays émergents, il y a on va reprendre le terme que je trouve toujours très impropre de classe moyenne, mais donc s'il y a des gens comme ça dans les pays émergents, hein, ils veulent un peu en montrer vis-à-vis de leurs voisins, ben, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent une BMW, ils achètent une Mercedes, une Audi éventuellement. C'est surtout des produits allemands. Si une entreprise veut faire fonctionner son usine, qu'est-ce qu'elle va acheter comme machine? Probablement des machines allemandes. S'ils ont besoin de produits chimiques, ils vont aller vers des entreprises allemandes pour pouvoir s'approvisionner. Et la Belgique, d'ailleurs, qui est fortement dépendante de l'Allemagne en termes économiques et de commerce, profite de cela. Donc c'est pour ça que la Belgique est en rouge, se trouve au-dessus de la ligne des 100. C'est-à-dire que mais vous voyez quand même que même ces deux pays-là sont juste au-dessus du niveau de 2008, et il y a toute une série de pays, dont l'Espagne et la Grèce, qui sont encore largement en dessous, ce qui fait que la zone euro n'a toujours pas récupéré son niveau du premier trimestre 2008, qui était normalement son niveau le plus élevé.
Donc c'est la seule région dans le monde, en tous les cas les grandes régions, hein, je ne vais pas parler d'un petit pays éventuellement qui a peut-être une catastrophe plus importante, mais dans les grandes régions du monde, la zone euro est la seule qui n'a pas récupéré de son niveau de 2008. Donc ça pourrait éventuellement tracasser les responsables européens, mais rassurez-vous, ils dorment très bien, je crois. Ça ne les inquiète pas du tout. Alors, moi, je me suis intéressé, parce qu'eux ne s'intéressent pas à ça, mais je me suis intéressé pour savoir qu'est-ce qui va faire déraper les finances publiques dans les pays européens. Alors, le premier, je prends la zone euro globalement. Et donc, je regarde quels sont les principaux postes qui vont faire en sorte que les finances publiques vont, à un moment donné, devenir très négatives. Eh bien, de manière globale, vous voyez que, allez, à peu de choses près, disons, à part les investissements qui évidemment sont assez limités, mais les autres parties sont assez équilibrées, donc c'est un équilibre entre la baisse des recettes, qui est normale puisqu'il y a une baisse d'activité, l'augmentation des dépenses sociales, ce qui est aussi normal puisqu'il faut payer davantage de personnes licenciées, donc davantage de chômeurs, etc. Donc les salaires augmentent normalement, etc. Donc c'est assez équilibré. Et donc remettez un petit peu les proportions. Donc vous voyez que c'est relativement équilibré parce que je vais comparer évidemment cette situation-là avec celle de l'Espagne et de la Grèce. Alors regardez maintenant, donc, ça va? Je vous dis un petit peu. Donc je passe à l'Espagne. Qu'est-ce que vous constatez? C'est la baisse des recettes qui explose. C'est la baisse des recettes qui explose. Donc si le problème du déficit de l'Espagne, c'est la baisse des recettes, appliqué en plan de rigueur, c'est l'absurdité même. Ça, si on prend ce graphique-là, ces deux graphiques-là, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu imaginer qu'ils allaient redresser l'affaire en faisant un plan d'austérité qui diminuait le nombre de fonctionnaires, qui diminuait encore plus l'activité économique? C'est insensé, quoi. Pour l'Espagne, le déficit budgétaire, donc vous avez vu aussi la vitesse à laquelle l'Espagne voit sa dette et son déficit budgétaire augmenter, qui est énorme. Donc, normalement, si vous avez un tel poids et que vous voulez résoudre ça, normalement, c'est relancer l'activité qu'il faut faire. Pour justement générer des recettes et faire en sorte que vous pouvez payer votre déficit budgétaire. Donc, là, premier point, c'est que effectivement, la politique d'austérité est totalement absurde d'un point de vue économique. Et je me demande d'ailleurs quels sont les économistes à la Commission européenne qui ont à mon avis, c'est du mécanisme. Hein, donc, enfin, il y a des intérêts aussi, hein, mais c'est des mécanismes. On veut faire absolument appliquer des mécanismes, évidemment pour des intérêts. Mais alors ça c'est la Grèce. Et qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous constatez? Outre, le problème, c'est que je ne sais pas définir, effectivement. Mais il y a un point qui est extrêmement important, qui n'apparaissait pas dans les autres. Ce sont les dépenses sociales sont très faibles, donc ce n'est pas le paiement des chômeurs qui a grevé le budget de l'État grec. Ce sont les intérêts, exactement, donc qui n'apparaissaient pas, donc je n'avais pas sorti. Donc les intérêts se trouvent ici dans Autres et ici dans Autres. Et donc je ne l'ai pas sorti parce que c'était pas très très important. C'était peut-être de l'ordre de quelques pourcents, quoi. Donc je ne l'ai pas sorti. Donc ici je les sors parce qu'effectivement c'est un point important. Et donc là on est dans une absurdité aussi complète. Parce que qu'est-ce qui va... Enfin, un élément qui va en tous les cas être déterminant dans la plongée, la chute des finances publiques grecques, c'est le paiement des intérêts. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est arrêter ou en tous les cas alléger la dette d'immédiatement. Mais il faut savoir ce qu'il y a dans le 51% aussi, c'est incroyable. Oui. Le financement des Jeux Olympiques. Non, je ne crois pas. Oui. Non, c'est 20%. C'est 21%. 51, on ne sait pas. 51%, il faut aller, je vais apprendre un peu de grec. Mais dans les chiffres d'Eurostat, je ne les ai pas. Il y a Ameco, c'est la même chose. Hein. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent intervenir, j'ai déjà entendu dire. Donc je l'ai dit, les jeux, des trucs inconsidérés, et aussi... Non, parce qu'on parle ici du déficit. Donc les jeux, c'était avant. Donc
Les jeux étaient avant, donc le financement des jeux était avant. Ici, on est sur le budget entre 2007 et 2011. Donc, qu'est-ce qui a dégradé le budget entre 2007 pendant la période 2007-2011? Ben, ça, ce sont les éléments qui ont... Et donc, malheureusement, des statistiques que j'ai, soit d'Eurostat, soit d'Ameco, je n'ai pas le détail. Donc, je devrais avoir ça normalement dans le budget, ou il faudrait plonger dans le budget de l'État grec. Mais malheureusement, je ne comprends pas le grec à moi. Donc, je ne sais pas si ils ont une version anglaise. Mais si les salaires ont chuté, la perception de... Non, les salaires, c'est 23%. Oui. Donc, un autre élément qui est à charge de la politique européenne sur ce point-là, c'est la comparaison. Donc ici, j'ai vraiment fait la comparaison entre la dette grecque, publique grecque, et son PIB. Et on voit très bien qu'au moment où la crise éclate, la dette continue d'augmenter et son PIB est complètement bloqué, stoppé. Jusqu'à, évidemment, perdre, ce que j'ai dit, plus d'un quart de sa valeur. Donc, de nouveau, si tu regardes ça, tu te dis, mais comment est-ce que tu peux payer la dette? C'est en faisant démarrer ton PIB. En tous les cas, essayer de faire une politique qui permet tu peux, oui, éventuellement, tu fais l'inverse, c'est-à-dire tu fais bloquer ta dette en même temps que ton PIB. Mais faire un plan de rigueur qui va accentuer la plongée du PIB, ça, c'est pour ne jamais pouvoir rembourser ta dette. Même théoriquement. Parce que c'est bien, comme j'ai dit, pratiquement tu ne le fais pas, mais même théoriquement, tu ne sais pas le faire. Donc ça, c'est un petit peu pour critiquer ce que mon petit dada, quand même, les politiques européennes et les politiques qui sont menées en Europe, qui, à mon avis, n'ont pas de sens économique. Je n'arrive plus à avoir un sens économique à ce qu'ils font. Et donc, là, évidemment, j'ai un problème, c'est que je lis beaucoup d'auteurs qui partagent mon avis. Je ne lis pas beaucoup d'auteurs qui ne partagent pas mon avis. Je n'arrive pas à trouver une explication un petit peu, à part ces trucs d'absurdité qu'il faut payer la dette, etc. Ce qui est plutôt un principe moral. Hein. C'est vraiment, on dit, moralement, vous devez payer, vous devez rembourser. Il y a des raisons, mais elles ne sont pas apparentes. Pardon? Il y a des raisons, mais elles ne sont pas apparentes. Mais en plus, oui, bien sûr, il y a des raisons, mais ça, je peux imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière les politiques allemandes, etc., de dire qu'il faut absolument rembourser les dettes, etc. Je voulais savoir une argumentation économique. Comment est-ce que quelqu'un peut m'argumenter économiquement que ça tient la route, tous ces plans. Alors la seule chose, c'est que dans l'espoir de pouvoir résoudre la crise dans la zone euro, parce qu'une des absurdités aussi, c'est que normalement, toutes les politiques qui viennent entre parenthèses du FMI, hein, donc c'est le FMI qui a développé ces politiques-là, mais le FMI développe ces politiques-là dans la situation où un pays dérape et que donc évidemment les autres ne dérapent pas. Donc évidemment, lorsqu'un pays dérape, la politique du FMI va dire ben, vous devez abaisser tous vos coûts, comme ça vous êtes plus compétitifs, et comme les autres pays ne dérapent pas, vous avez les marchés étrangers pour pouvoir effectivement vendre à l'étranger. Mais si tous les pays dérapent en même temps, à ce moment-là, vous n'avez pas de pays étrangers pour pouvoir les vendre. Alors, maintenant, le point, donc je me suis amusé un petit peu sur les politiques européennes, si on peut dire, qui détient en fait la dette publique. Eh bien, là, on a un petit problème parce que normalement, le détail dans les pays européens, dans la plupart des pays d'ailleurs, va être fait pour les résidents, mais pas pour les non-résidents. Et dans la plupart des pays, il y a une loi qui empêche la divulgation de qui détient la dette quand on est non-résident. Et en plus, donc, c'est parfois très difficile parce que si c'est une banque, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a une dette publique? Je vais plutôt l'expliquer comme ça. Donc, quand il y a quand il y a un emprunt public qui est mis en place par un État, normalement, elle va s'arranger avec les banques du pays, en général c'est ça, pour placer l'entièreté de la dette et d'ailleurs pour discuter du taux d'intérêt auquel ça va être mis. Et ces banques vont prendre l'entièreté de l'emprunt. Et puis ensuite, ils vont placer cet emprunt auprès de leurs propres clients. Et donc le problème, évidemment, c'est de pouvoir aller rechercher à la fin qui détient la dette. Hein, donc le titre en tant que tel. Et donc évidemment, pour un pays, c'est parfois plus difficile de pouvoir effectivement savoir
qui détient à l'étranger. Donc il peut y avoir plusieurs paravents, parce que ça peut être une autre banque qui rachète la dette à l'étranger, mais elle-même va devoir, avec ses propres clients, dire, vous savez, j'ai de la dette publique belge, si ça vous intéresse, je vous la vends. Et donc là, on est effectivement devant un mur, et pour pouvoir essayer d'avoir une idée, il faut prendre la balance des paiements et de voir comment est-ce que effectivement recouper ce que les pays détiennent et quels sont à l'intérieur des pays les acteurs qui détiennent effectivement de la dette publique. Ça, c'est un grand problème. Tu peux nous expliquer ça? Quoi? Pourquoi la balance des paiements monte? Parce que dans la balance des paiements, il y a des catégories, comme par exemple, c'est l'État qui détient autant d'investissements, que c'est les banques qui détiennent autant d'investissements dans le pays, etc. C'est un moyen de recouper, et on n'est pas sûr que c'est la vérité, parce qu'à un moment donné, je dis, si c'est une banque qui rachète par rapport à la banque, à une banque belge, tu ne sais pas nécessairement ce qu'il fait ensuite. Donc dans les comptes, éventuellement, c'est la banque qui va être mise dans la balance des paiements, mais peut-être qu'ils ont vendu ça à quelqu'un d'autre. Oui, quel est l'impact? J'ai rien compris. Quel est l'impact? J'ai rien dit. Quel est l'impact du fait que ça soit un type de détenteur ou un autre de la dette? Ça dépend beaucoup, hein, parce que quand même, je ne sais pas, mais ou bien si c'est une banque, ou bien si c'est un État, ou si c'est un particulier, je pense que ça change quand même assez bien. Oui, c'est quoi les conséquences de là ou de l'autre? Les banques, c'est quand même beaucoup plus influent sur un marché de la titre, des titres. Donc si ce sont les banques qui détiennent, ou les autres sociétés financières qui détiennent ta dette, tu es pieds et poings liés au marché financier. Si c'est un État, tu peux encore éventuellement discuter État à État en disant est-ce que c'est possible de renégocier ma dette. Si c'est des particuliers, c'est encore plus facile. Parce que eux vont avoir moins de poids sur tes décisions. Emprunt d'État et emprunt dans l'État, emprunt de les banques, c'est la même chose? Comme j'ai essayé de l'expliquer, normalement, le passage de tous les emprunts passe par les banques. Et donc, quand c'est à court terme, c'est que des banques. Donc, les banques prêtent automatiquement tout le court terme pour l'État, parce que c'est en fait ces problèmes de fonctionnement. Donc, il faut être une banque agréée pour pouvoir payer ça. Ensuite, quand c'est un emprunt à long terme, donc plus d'1 an, à ce moment-là, les banques prennent la totalité de l'emprunt, mais ils gardent une partie, ou bien ils recèdent à des clients en disant c'est un bon placement ou c'est un placement sûr, parce qu'en général, la dette publique c'est plutôt un placement sûr, parce que quand même les États en principe ne tombent pas en faillite comme ça les uns après les autres, donc en principe c'est un placement plus ou moins sûr, et donc c'est conseillé à n'importe quel investisseur d'avoir une part d'emprunt public. Alors, qu'est-ce qu'on constate néanmoins d'après les statistiques qu'on peut quand même avoir? D'abord, c'est que par rapport au passé, où le passé c'était essentiellement des particuliers qui avaient la dette publique aussi, aujourd'hui on constate que les particuliers ont de moins en moins de titres, des titres publics. Donc ce n'est plus qu'une petite minorité qui en a. Deuxième chose, c'est que, évidemment, parallèlement, ce qui a augmenté, ce sont les institutions financières, mais plutôt des institutions autres que des banques, c'est-à-dire essentiellement des fonds, hein, que ce soit des fonds d'investissement, des fonds de placement, etc., tous les fonds que vous pouvez imaginer, les fonds de pension, qui sont probablement ceux qui accaparent de plus en plus de dettes. Également, on constate une augmentation des non-résidents. Ça, je vais vous montrer assez rapidement avec les tableaux et les graphiques, mais particulièrement en Europe. Donc, l'Europe est pratiquement la seule région importante où la part des non-résidents peut être plus importante que la part des résidents. Donc, aux États-Unis, au Japon, ce n'est pas le cas. Par contre, néanmoins, au niveau européen, ce sont essentiellement des non-résidents européens qui détiennent la dette des autres pays européens.
il y a surtout les grands pays européens comme l'Allemagne et la France, ou éventuellement même la Grande-Bretagne, où il y a une part de non-européens, importante de non-européens qui détiennent une part de la dette publique. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus risqué d'avoir la dette de la Grèce que celle de l'Allemagne. Donc, un Américain peut tout à fait se dire, ben, si je veux avoir un placement sûr, la dette de l'Allemagne, c'est assez... je ne pense pas que demain matin, l'Allemagne va tomber en faillite. Même dans les 10 ans qui viennent, j'ai un peu de chance. Alors, ça, ce sont les graphiques et les tableaux. Alors, premièrement, c'est la part entre résidents et non-résidents. Vous voyez que la part des non-résidents est un peu plus élevée pour la zone euro, alors que, par exemple, pour les autres régions, c'est beaucoup moins important. Donc, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ça ne représente à peu près que 30%. Et le Japon, qui a sa fameuse dette qui avoisine les 250%, il n'y a que 8%. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas de problème de la dette publique japonaise, parce que l'essentiel est financé par des Japonais eux-mêmes, enfin par des banques japonaises ou des institutions financières japonaises principalement. Alors, ceci, c'est le fameux graphique de la dette publique belge, qui est un peu particulier, mais qui est assez éclairant. Voilà. Ça, c'est depuis 1990, l'évolution de la dette publique belge, qui est détenue en fonction des acteurs. Donc, la Banque centrale, comme dans n'importe quel pays européen, c'est une part extrêmement faible, presque anecdotique. Vous voyez que les particuliers, ça représente vraiment presque plus rien. Je crois que ça représente, en 2013, la dernière année, ça doit représenter 4%, alors qu'en 1990, ça représentait encore une dizaine de pourcents. Et le phénomène le plus important, vous voyez que les sociétés financières prennent un peu de part sur les banques, de manière générale, mais évidemment, l'événement le plus important, c'est à partir de la fin des années 90, c'est l'étranger qui prend la plus grande part de la dette publique belge. Et donc, si on comprend bien le graphique, je pense que ce sont des banques et des sociétés financières étrangères qui détiennent, et pas des particuliers, évidemment. C'est tout simplement l'internationalisation des sociétés financières, et en particulier en Belgique, où on a vu pratiquement une bonne partie des banques se faire racheter par des sociétés, par des banques étrangères. Hein, donc, actuellement, sur les 104 banques belges, officiellement en Belgique, je crois qu'il n'y en a plus que 15 ou 14 ou 15 qui sont belges. Donc, tout le reste est étranger. Mais donc, ton blanc-crème jaune, oui. C'est les sociétés financières belges. Oui. D'accord. Donc, tout ce qui est étranger, c'est dans le mauve. Donc, c'est ça qui me fait dire que, normalement, en principe, on a transféré une partie de la dette publique belge des banques belges vers des banques étrangères ou des sociétés financières étrangères. Alors, ceci, c'est au niveau de la France. Là, je n'ai pas de graphique, mais le graphique est assez similaire, parce que si je me souviens bien, en 93, les Français avaient... la dette publique française était détenue à 30% par les étrangers, et donc en 2014, c'est 64%. Donc là aussi, on voit un transfert énorme de la part des autochtones ou des résidents vers les étrangers et les non-résidents. Alors ceci, c'est un peu pour montrer qu'effectivement, de toute façon, les banques sont toujours bien placées. Et dernier élément, je crois que c'est le dernier élément d'analyse que je vais montrer ici sur la dette publique, qui détient la dette publique, c'est sur les pays du Sud, où je vais vous montrer la situation en 2008 et la situation actuelle. En tous les cas, pas pour tous les pays, mais en tous les cas pour la Grèce. Donc en 2008, voilà ce que qui détenait les dettes publiques pour les différents acteurs. Et j'ai souligné, je pense qu'ici, il n'y a pas de problème pour lire. Donc vous voyez que les finances, que ce soit de la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, et dans les autres étrangers, il y a aussi des banques suisses, des banques belges, etc. Donc là, j'ai pas su les séparer. Mais donc vous voyez qu'ils sont quand même des acteurs importants de la dette publique, et j'ai souligné en particulier ce que les banques françaises et les sociétés financières françaises et les banques allemandes avaient sur la Grèce en 2008. Donc c'est-à-dire que c'est un montant quand même de pratiquement 70 milliards. Hein.
70 milliards d'euros. Et donc actuellement, voici c'est ce que la Grèce... Ah ça va, je peux sauter? Donc c'est pour montrer quand même que les banques ont une part non négligeable des dettes publiques étrangères, et que donc si on doit résoudre les problèmes, où on a eu à résoudre les problèmes des dettes publiques des pays du Sud, il fallait en premier lieu sauver ces fameuses banques. Oui. La Grèce, c'est clopinette par rapport à l'Italie. Clopinette, mais 70 milliards, c'est quand même... donc si tu dis je supprime 70 milliards, je ne sais pas si les banques françaises et les banques allemandes vont apprécier. Hein. Si effectivement l'Italie fait défaut, mais je suis sûr que si l'Italie ou l'Espagne font défaut en Europe, c'est une catastrophe économique européenne à tous les plans, hein, pour les banques, mais pour le reste aussi. Hein. Donc c'est proportionnel à la taille du pays quand même. Hein. Mais les résidents, oui. Par exemple, en Italie, les résidents, c'est un montant colossal. Oui, mais c'est logique. C'est des banques italiennes. Hein. Les banques italiennes sont quand même importantes. En résidence, une banque nationale. Oui, bien sûr. C'est un résident, une banque nationale. Ah oui, mais la dette publique italienne était colossale. Elle était au niveau de la Belgique. Et normalement l'Italie n'aurait pas dû rentrer dans la zone euro non plus. Enfin, d'un point de vue strictement de critères, puisqu'il fallait avoir 60% de sa dette publique en dessous de... Ah, plutôt, sa dette publique en dessous de 60% du PIB, il ne l'avait pas, comme la Belgique. Et donc, on a accepté que la Belgique et l'Italie puissent rentrer. Et c'est ça qui a fait en sorte, d'ailleurs, que la Grèce a pu rentrer aussi. Puisque, si on permet à la Belgique et à l'Italie de le faire, alors à ce moment-là, on n'a plus un argument pour dire à la Grèce, non, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez que actuellement, c'est en fait le mécanisme de... Ça en anglais, mais je pense que ce n'est pas trop compliqué à comprendre. C'est donc, en majorité, c'est le mécanisme européen de stabilité qui détient la majorité partie de la dette grecque actuellement. Donc, c'est 142 milliards. Les États ont à peu près pour 53 milliards de... Donc, ce sont les États qui ont maintenant 53 milliards sous la Grèce. Le Fonds monétaire... Bilateral loans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le Fonds monétaire international, c'est 32 milliards. Donc, ça, c'est AMF. La Banque centrale européenne, c'est 25 milliards. La Banque de Grèce, ça c'est la Banque centrale de Grèce, c'est 4 milliards. Et le reste, c'est ensemble, avec les banques grecques, c'est à peu près 65 milliards. Et donc vous avez bien vu que les banques françaises, banques allemandes et sociétés financières françaises ont disparu. Alors peut-être qu'ils ont encore un petit peu dans autres, mais... Donc ça, c'était l'effet du plan d'ajustement, d'austérité. Et on peut comprendre que d'ailleurs les Grecs ne sont pas super contents de ces plans d'austérité, parce que non seulement c'est eux qui se serrent la ceinture, mais en fait, on n'a pas diminué la dette grecque, on a simplement transféré une partie de la dette qui appartenait à des banques privées vers une dette qui maintenant appartient essentiellement aux organismes d'État. Et donc ça rend évidemment beaucoup plus difficile, par exemple, une annulation pure et simple de la dette grecque, parce qu'à ce moment-là, c'est les autres États qui vont devoir payer. Hein, ce n'est pas les banques, puisque les banques, ça représente pratiquement plus rien dans la dette grecque. Ah, parce que la Grèce ne savait plus emprunter. Donc, on a créé un mécanisme européen de stabilité pour pouvoir suppléer la Grèce quand les échéances arrivaient, parce qu'évidemment, ces emprunts, ils datent des années auparavant. Donc, tous ces emprunts, à un moment donné, ils arrivent à échéance. Mais ils servent à quelque chose. Hein, ils servent à tel ou tel investissement, ou pour payer, ou à un moment donné, des infrastructures, des choses comme ça. Parfois autre chose. Mais bon, ça. Mais donc il faut les payer. Donc à un moment donné, ils arrivent à échéance. Ou bien l'État rembourse complètement le prêt, ce qu'à mon avis il ne sait pas faire. Donc ce qu'il fait, c'est refaire un nouvel emprunt. Mais comme sur le marché financier, la Grèce ne sait plus emprunter, ou à des taux, à un moment donné, les taux d'intérêt est à 35%. Donc évidemment à 35%, comme j'ai déjà dit, même le Luxembourg ne va pas sur le marché financier. Hein. Si le Luxembourg, qui est normalement l'État
européen qui a les meilleures finances publiques doit aller payer 35% sur des emprunts, il ne va pas sur le marché financier. Et donc, la Grèce, ne pouvant pas aller sur le marché financier, se financer auprès des banques, il est obligé d'aller vers ce mécanisme européen de stabilité pour avoir l'argent qui va permettre de continuer le prêt qu'ils avaient contracté auparavant. Et donc la dette qui était privée et du Public, exactement. Alors, donc, dernier tableau que je vais vous montrer, après c'est du bavardage, enfin, c'est de la discussion, on va dire que c'est du bavardage, mais c'est quand même de la discussion. Ça part des banques centrales dans la détention de la dette publique pour montrer la différence entre la zone euro et les autres zones. Donc, vous voyez que pour la Grande-Bretagne, la Banque centrale britannique a quand même alimenté allègrement le redémarrage de l'économie britannique. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Japon, c'est un peu moins fort, mais bon, c'est aussi plus important que la zone euro. Et pour l'Allemagne, évidemment, c'est quasiment nul. Mais donc, en principe, je suis de même déjà étonné qu'il y ait 6% pour l'euro. Hein. Et donc, c'est pour montrer qu'effectivement, ils s'empêchent eux-mêmes d'avoir cette solution éventuelle de faire fonctionner ce qu'on appelle la planche à billets. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire la dette? Donc, ça ne va pas être très long. C'est pour montrer quels sont les éléments qui sont effectivement là en discussion. Donc, première chose qu'on peut faire, donc il y a 5 éléments majeurs sur la manière dont on peut réduire la dette. Un, c'est évidemment éventuellement le plus simple, c'est augmenter les recettes. Alors, on peut le faire sur les revenus. Le problème, c'est que dans la plupart des pays, l'impôt sur les revenus est assez mal réparti. Et que donc, normalement, la première chose qu'il faudrait faire, c'est une meilleure répartition. Parce que, en général, dans la plupart des pays, on a une partie, la première partie des revenus qui ne sont pas imposables. Mais à partir du moment où ça devient imposable, les taux augmentent à une vitesse extrême. Et donc ça, c'est probablement certainement exagéré. Et que donc, si on devait repenser l'imposition sur les revenus, il faudrait un petit peu rendre les taux plus progressifs et plus lentement progressifs dans les premières tranches. Et évidemment, il faudrait faire l'inverse de ce qui s'est fait dans les années 80 et 90, c'est-à-dire de taxer un peu plus élevé les revenus les plus élevés. Mais probablement qu'on ne gagnerait pas grand-chose, parce que si on doit gagner de l'argent sur les revenus les plus élevés, normalement on devrait en perdre sur les revenus, les tranches les plus basses. Donc c'est pas certain que ce soit extrêmement efficace. Mais c'est tout à fait souhaitable, hein, d'un point de vue de justice fiscale, certainement. Alors, quoi? Justice sociale. De justice sociale aussi, mais justice fiscale et justice sociale, c'est un peu assez similaire quand même. Deuxième chose, c'est augmenter les recettes sur la consommation, c'est-à-dire augmenter la TVA. Donc ça, c'est normalement l'impôt le plus injuste, puisque c'est un impôt identique pour tout le monde. Alors je sais bien que, en principe, un plus riche va probablement consommer un peu plus, et des produits un peu plus élevés, donc ça veut dire que normalement, il va payer en finale une TVA un peu plus importante, mais la différence n'est quand même pas suffisamment importante entre leur niveau de revenu et éventuellement la TVA qu'ils peuvent payer en plus par rapport à quelqu'un qui est plus pauvre. Donc en général, à juste titre, les organisations qui demandent une meilleure répartition fiscale sont absolument opposées à la TVA et donc certainement à son élévation et son augmentation. Et donc, il y a d'autres moyens d'augmenter les recettes. Alors, je ne vais pas le développer ici, mais si ça vous intéresse, je peux le faire aussi. À mon avis, le plus intéressant, c'est d'augmenter les recettes sur le patrimoine. Ce qui, en principe, d'ailleurs, permettrait de revenir sur un certain nombre d'injustices fiscales qui sont faites sur le revenu. Parce qu'évidemment, les gens les plus riches ont un patrimoine qui est concentré, par exemple, dans des sociétés holding ou des fonds ou des fondations aussi. Et donc, la fondation va payer un impôt sur les sociétés et allouer un revenu à la personne qui contrôle la société.
Et donc le revenu à ce moment-là va être beaucoup moindre que, en réalité, le patrimoine qu'il aura. Et les gains vont être accumulés dans la société financière. Et donc la personne qui est en fait riche ne va déclarer que le revenu qu'elle reçoit de la société, qui est normalement le revenu qui lui permet de vivre. Hein, donc c'est en fait qui sert à sa consommation, et qui ne représente pas sa réelle richesse. Ben, bon, après je peux expliciter. Alors évidemment, il y a la deuxième solution qui est utilisée abondamment pour l'instant dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire diminuer les dépenses. Enfin, grosso modo, c'est un peu l'austérité. Je sais bien qu'il y a éventuellement quelques dépenses qui peuvent être éventuellement diminuées, mais en général, on va s'attaquer surtout aux dépenses importantes, c'est-à-dire des dépenses administratives et sociales, c'est-à-dire moins de fonctionnaires en général et moins d'allocations sociales. Alors, troisième possibilité, c'est d'augmenter le PIB, parce qu'effectivement, ça c'est une possibilité aussi. C'est pas toujours une solution qui est facile à actionner. Donc, si normalement le PIB augmente, évidemment, la part de la dette publique va diminuer. Quatrième solution, c'est c'est ça le dernier graphique que je vous montrais, c'est-à-dire de faire fonctionner la planche à billets pour essayer à la fois de relancer l'économie. Donc en général, on le fait pour essayer de relancer les investissements, par exemple. Et évidemment, si on relance l'inflation, ça veut dire que la part de la dette, qui est un capital, va être réduite automatiquement, parce que le PIB va augmenter naturellement par l'inflation. Hein, donc même si c'est quelque chose d'illusoire, hein, c'est une illusion monétaire, mais donc le capital, lui, ne va pas augmenter, donc la dette ne va pas augmenter, mais le PIB, lui, va augmenter uniquement, éventuellement, que par l'inflation. Donc la dette va être proportionnellement moindre par rapport au PIB. C'est une solution assez technique. C'est la solution prônée notamment par Bruno Coleman. Et quatrième possibilité, c'est d'annuler la dette en totalité ou en partie. Ça, c'est évidemment assez radical et assez simple à comprendre, hein, puisqu'il suffit de ne pas payer. Donc ça, c'est essentiellement les possibilités. Et en général, on discute entre associations, même entre particuliers, pour savoir exactement quelle est la meilleure solution, ou s'il faut une combinaison, etc. Donc, conclusion, je suis un petit peu trop long, mais c'est pas grave, comme d'habitude. Oui. Donc, je pense que la dette publique, là, je suis bien d'accord que c'est un enjeu politique majeur, mais il faut bien comprendre pourquoi c'est un enjeu politique majeur, parce que en réalité, c'est la Commission européenne qui a mis ça en exergue et a mis ça comme étant un argument central pour justifier des politiques d'austérité. Mais comme j'ai essayé de montrer à plusieurs reprises, c'est pas parce qu'il y a une dette publique qui a une crise. C'est au contraire parce qu'il y a d'autres choses qui vont entraîner à ce moment-là un problème au niveau de la dette publique. Et donc la dette publique est plutôt on appelle ça, une conséquence plutôt qu'une cause. Et donc il y a une nouvelle absurdité dans la politique européenne de s'attaquer à la conséquence plutôt qu'à la cause. Hein, c'est comme si un médecin, je ne suis pas assez biologiste pour savoir, pour avoir des bons exemples, mais je ne sais pas, il a une maladie, cette maladie ferait apparaître des boutons sur la peau de quelqu'un, et le médecin s'occuperait uniquement des boutons, et donc essaierait de supprimer les boutons sur la peau. C'est à peu près ça que fait la Commission européenne. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs alternatives à l'austérité, donc pas simplement de s'attaquer à la dette publique. Et donc, sur ce plan-là, moi, personnellement, je suis plutôt partisan, disons, comme politique alternative, pas nécessairement que politique qui va résoudre la crise, mais comme politique alternative pour que, effectivement, ce ne soit pas les populations qui payent à la fois la dette publique et la crise, c'est l'impôt sur la fortune, parce que ça permet effectivement d'avoir une meilleure justice sociale et fiscale. Et surtout, à mon avis, un point important, c'est le plus facile à comprendre. Parce que tout le reste, à mon avis, est assez compliqué. Parce que si je dois expliquer dans la rue qu'il faut relancer la politique d'inflation, en plus qu'on ne sait pas exactement à qui ça va profiter, ce sera beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de justice sociale. Oui.
Merci pour, en tout cas, votre attention. Oh, merci Henri. C'était vraiment extrêmement clair et intéressant. Ben voilà, ça y est, la parole est à vous pour vos questions, vos réactions. Ben, l'idée que je reprends assez bien de Thomas Piketty, parce que je trouve que ça, c'est une assez bonne idée. Lui, il le fait évidemment dans un cadre qui est le sien, qui est un cadre d'essayer de sauver le capitalisme, etc. Ce n'est pas mon cadre du tout, mais lui, il propose que ça représente à peu près 2% du PIB. Il ne fait pas 1, 2, 3% comme... Oui, il fait un calcul, mais bon... Réseau justice fiscale. Oui, il fait un calcul de ce type-là, et donc il fait l'estimation. Mais c'est ça que... Et là, on a une différence, effectivement, entre la proposition que lui fait, et par exemple d'autres propositions, comme par exemple le Parti Socialiste, ici en Belgique, fait aussi un impôt sur la fortune, mais ça rapportera quelques millions. Donc, ici, Ici, donc 2% du PIB, ça représente 7 milliards et demi ou bien 8 milliards d'euros. Donc moi je pense que ça, effectivement, si tu as ce montant-là, tu peux faire quelque chose. Si tu as quelques millions, bah... Mais pour D'où ma avoir, question. pour avoir Quoi ça, D'où ma question. Oui. pour avoir ce montant-là, il faut autre chose que la proposition du Parti socialiste. Ah oui, Ça ah oui, dépend bien de sûr. quoi. Le PTB, c'est la même chose Ça, que le réseau justice fiscale. C'est 1, 2, 3% sur les 3 derniers centiles des plus grosses fortunes. Enfin, des plus riches possédants en Belgique. Et donc, ça rapporte aussi 7 à 8 milliards, je pense. C'est 8 milliards. Voilà. Ouais. Et donc c'est à peu près dans ces eaux-là, oui. Et je pense qu'effectivement, c'est ça que tu as demandé. Mais la difficulté, c'est d'identifier qui détient exactement quoi. Oui, bah, donc tu dois avoir des revendications, disons, corollaires. Hein, donc tu dois avoir un cadastre des fortunes, tu dois avoir accès à ce que les banques détiennent plus ou moins sur les clients. En tous les cas, tu dois avoir la possibilité d'aller vérifier. Tu dois avoir à un moment donné des mesures sur la circulation des capitaux en dehors de la zone sur laquelle tu fais tu imposes ta fortune. Tu dois... Pardon ? Est-ce que c'est la solution à moyen ou à long terme? Ce n'est pas la solution à long terme, mais comme les gens ne sont pas prêts à avoir beaucoup de solutions à long terme, tu dois avoir des solutions simples qui aujourd'hui montrent très bien qu'il y a moyen de faire quelque chose, et deux, que tu vas faire comprendre que ce n'est pas à eux de payer. Le problème, c'est que tu es ici dans un pays qui n'est pas un pays du tiers-monde, donc un pays du tiers-monde. Dans un pays du tiers-monde. Pardon ? Oui. Justement, parce que un pays du tiers-monde est sous le contrôle, je serais partisan pour annuler la dette dans un pays pareil. Parce qu'effectivement, c'est un moyen de contrôle de la part de l'Europe, des États-Unis ou du Japon ou d'autres sur les pays en tant que tels. Dans le cadre des pays comme par exemple la Belgique, la France, etc., ce n'est pas tout à fait un contrôle. Il y a une partie de contrôle sur l'effet des marchés financiers qui détiennent évidemment un pouvoir assez important dans l'approvisionnement des finances publiques. Et donc ça peut évidemment influer sur la politique de l'État, mais on ne peut pas dire que l'État est complètement inféodé au marché financier, comme par exemple un pays du tiers-monde peut l'être. Donc je ne suis pas nécessairement partisan pour complètement annuler la dette de toute façon. Et deuxièmement, tu vas avoir deux autres problèmes. C'est que, si tu ne rembourses pas les dettes publiques, tu vas mettre des problèmes sur les banques. Et malheureusement, si tu mets des problèmes sur les banques, tu vas les répercuter sur les citoyens qui automatiquement ont tous des comptes dans les banques. On pourrait tout à fait essayer d'absorber le non-remboursement de la Grèce. Mais ce serait plus difficile si tu commences à dire que tous les États, par exemple, commencent comme ça, parce que sinon ça devient effectivement difficilement gérable.
L'argument massue contre ce genre de choses, c'est si on commence avec la Grèce, on va devoir le faire à tout le monde. C'est vraiment l'argument conservateur par excellence. Oui. Mais moi, c'est l'inverse. Je dis, on peut le faire par la Grèce parce qu'effectivement, ils sont dans une situation qu'aucun autre pays ne connaît et que donc on doit pouvoir les sortir plus que la tête hors de l'eau. Et donc là, je trouve que c'est envisageable, mais il faut trouver d'autres solutions pour les autres pays. Oui. Je propose qu'on reprenne le cours des questions. Donc, André avait une deuxième question qui concernait, la taxe, une possibilité de taxe sur la fortune à l'échelle régionale. Donc, alors, effectivement, moi je trouve que c'est un des avantages de la formule de l'imposition sur la fortune, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que les autres avancent pour soi-même le demander à un niveau que ce soit régional ou national, etc. Mais c'est évidemment beaucoup plus efficace si c'est déjà fait au niveau européen, par exemple. Hein. Parce qu'évidemment, les gens, ces capitaux-là peuvent évidemment circuler assez facilement en Europe. Donc si la Wallonie fait une taxe sur la fiscalité, comme exactement il y a des exilés fiscaux de la France jusqu'en Belgique, eh bien, ils peuvent éventuellement se déplacer assez facilement jusqu'en Flandre, aux Pays-Bas ou n'importe où. Hein. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une logique à un niveau qui est suffisamment grand pour avoir un poids. Et donc, à mon avis, le poids suffisant doit être au minimum l'Europe. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, justement, pour faire avancer une telle revendication, tu l'appliques. Tu ne dois pas attendre que tous les autres pays l'appliquent pour le faire chez toi. Et donc, tu peux le faire éventuellement, effectivement, en Wallonie. Pourquoi pas? Ce sera sur le patrimoine immobilier. Ça peut être sur le patrimoine immobilier aussi. Ça ne sera pas très efficace, mais je trouve ça... donc, si par exemple, ça c'est un point de négatif, d'ailleurs, entre parenthèses pour attaque, parce qu'on est parti sur la taxe de type Tobin, et la taxe de type Tobin a besoin qu'effectivement, ça doit être... Tout le monde se met d'accord. Tout le monde doit être d'accord au niveau européen, ou en tous les cas de la zone euro, pour avoir une seule monnaie, parce que tu ne peux pas avoir la Belgique comme ça, qui fait une taxe Tobin, et les autres pas. Donc ici, ça c'est l'avantage de la taxe sur la fortune, tu peux le faire au niveau de la Belgique, ce sera beaucoup moins efficace que si, évidemment, tous les pays européens le font, mais c'est possible. Alors, si on revient avec la question d'Anne, je pense que ta question, Anne, c'était l'articulation entre dette privée, dette publique, comment ça se... Une dette privée devient une dette publique. Pour la Grèce, j'ai compris le mécanisme. Mais en Belgique aussi, la dette privée est en partie devenue publique, mais je mettais ça aussi, moi, au rachat de Dexia et au sauvetage des banques. Non. Donc, c'est différent parce que d'abord, dans l'explication que j'ai donnée sur la Grèce, ça c'est valable pour tous les pays qui ont bénéficié du mécanisme de solidarité européen. Donc, c'est très clair pour la Grèce, mais c'est aussi très clair, je pense, pour l'Irlande. Donc, je pense qu'il y a plusieurs responsables. Il y a ça dans un code documentaire, je ne sais plus le nom de ce documentaire, et qui montre très bien que les responsables irlandais ont reçu de la part des Européens l'explication qu'effectivement, ils devaient payer pour pouvoir rembourser les banques allemandes, françaises, etc. Que donc le plan d'austérité, il était fait pour ça. À mon avis, il est fait pour autre chose aussi. Hein. Donc, en général, il y a rarement une seule raison à un événement. Il y a plusieurs éléments qui viennent en même temps pour faire ça. Il y avait cette raison-là. Donc, pour la plupart des pays qui ont bénéficié de ce mécanisme, de fait, il y a cette volonté de pouvoir rembourser les banques des emprunts qu'ils ont fait à ces États-là. Et c'est comme ça que, effectivement, la dette privée, ou en tous les cas la dette publique, parce que c'est différent encore, la dette publique qui était dans les mains du privé va passer dans les mains du public. Quand je dis la dette privée va devenir publique, c'est pour montrer en fait que dans les pays du Sud principalement, leur problème était d'abord un endettement privé et va devenir progressivement un endettement public. Et donc un problème de dette publique. C'est un autre mécanisme. C'est le mécanisme du fait que ces emprunts
privés vont financer en fait l'achat de biens de consommation importés, vont donc restreindre les recettes fiscales du pays. Et lorsque la crise arrive, évidemment, à ce moment, les recettes fiscales vont être encore plus contraintes et l'activité sera insuffisante pour pouvoir soutenir les finances publiques. Et à ce moment-là, ils sont obligés de faire des plans d'austérité, mais parce qu'à ce moment-là, donc, la dette publique va flamber. Donc ça, c'est aussi un autre mécanisme, et c'est ça que quand je dis les dettes privées deviennent publiques, c'est ce mécanisme-là que je veux décrire. Mais ça vaut essentiellement pour les pays du Sud, parce que ce phénomène-là, il ne va pas se passer de la même manière dans les autres pays, en particulier en Belgique. Oui, mais avec le sauvetage des banques, il y a tout de même une dette, pas une dette, mais disons qu'il y avait un problème qui était privé aux banques, et c'est tout de même avec l'argent public qu'on a intervenu dans les banques. Donc on a augmenté la dette publique belge pour sauver les juste. Ça c'est juste, oui. Ça c'est juste. Oui. Mais, comme j'ai dit, tu peux toujours récupérer encore cet argent-là. Parce que, en revendant. Donc là, par exemple, quand ils ont racheté Fortis et puis qu'ils ont mis Fortis dans BNP Paribas, donc maintenant l'État belge a des actions BNP Paribas, il peut revendre ces actions BNP Paribas et recevoir une partie de la recette qui peuvent alors éventuellement utiliser pour rembourser la dette qu'ils ont contractée. Je ne sais pas si vous avez encore des questions parce qu'on va devoir clôturer bientôt. Moi, j'avais une question technique à te poser, Henri. C'est quand tu dis que la dette des États est régulièrement rachetée par exemple, la dette de l'État belge a été rachetée par des banques, mais qui après revendent ça à d'autres structures. Par exemple, si tu achètes ça en tant que particulier, est-ce que tu sais ce que tu achètes? Est-ce que la banque qui a racheté une partie de la dette de l'État dit aux gens ou aux institutions qui achètent ce qu'ils achètent, ou est-ce que ça apparaît autrement? Est-ce que ça change de nom en cours de route en termes de produits là, ça, non, là, ça ne change pas de nom. Ça reste, tu sais que tu achètes et que tu détiens. Mais là, c'est pas un produit financier ce qu'ils font là. S'ils en font un produit financier, ça va apparaître sur les marchés et peut-être que là, ça va changer de nom. Mais ici, c'est pas, ça ne change pas de nom. Je pense que ça s'appelle une adjudication d'ailleurs. Je suis pas tout à fait. Ils prennent un montant de la dette publique belge, mais donc ce sont des titres. Donc c'est là, enfin, moi j'ai jamais vu ça, mais enfin peut-être éventuellement sur internet, mais c'est un bon, disant voilà, c'est un bon du trésor d'un montant. C'est les fameux bons d'État. Oui, les bons d'État, voilà. Mais donc en deuxième main, tu achètes aussi un bon d'État, exactement. Ok. Mais alors, quelle est l'importance, pourquoi c'est si important de montrer que ces institutions financières non résidentes prennent de plus en plus d'importance? Est-ce que ça fait une différence pour l'État d'avoir ces institutions financières résidentes ou pas résidentes qui détiennent la dette? J'imagine qu'elles sont aussi voraces quand elles sont résidentes que quand elles sont pas. Oui, en plus, comme j'ai dit, il n'y a plus que 14 ou 15 banques belges parmi les 104 présentes en Belgique. Donc, en fait, c'est déjà des antennes des banques étrangères. Oui, parce que tu as passé pas mal de temps à démontrer, enfin à montrer que c'était plus... mais pour la Belgique, effectivement, je pense que c'est différent. Je pense que il y a quand même une relation entre l'État et les banques nationales qui est différente qu'entre l'État et les banques étrangères. Je pense qu'un État peut toujours imposer à une banque nationale, normalement, pas une banque nationale, une banque résidente, quelque chose de plus que ce qu'elle va pouvoir faire sur l'étranger, puisque sur l'étranger, normalement, elle n'a pas de prise. Alors pour la Belgique, je pense que ça ne change pas grand-chose, parce que la Belgique est un petit pays. Comme j'ai dit, il n'y a plus beaucoup de banques réellement belges. Mais par exemple, pour la France, je pense que ça fait pas mal, parce que on peut toujours convoquer le président de la banque de BNP Paribas, la Société Générale, et si l'État n'est pas content, il peut toujours éventuellement protester. Mais c'est évidemment théorique, mais c'est possible.
Bien. Tandis que je ne les vois pas faire revenir le président de la Deutsche Bank ou encore moins le président de la Citigroup. Eh bien, il nous reste à te remercier très chaleureusement et donc j'invite les membres